Quand on est dans un hébergement d'urgence, on ne tient pas de la personnalité de la personne, des projets de vie de la personne, on essaye de lui imposer un projet de vie. Et si elle ne va pas dans le sens que les salariés de l'hébergement d'urgence veulent lui imposer, on la raye, on la démolit. Il faut aussi des lits de repos, parce qu'ils sont fatigués les gens, ils sont fatigués. Et il leur faut des lits de repos. On est à la rue, d'accord, on a besoin d'aide, on a besoin d'être aidé, mais on a aussi besoin de garder ses droits. C'est pas parce qu'on est à la rue qu'on n'a pas le droit ni de... Voilà, il faut défendre ça. Les accueils de jour, les CHRS font ce qu'ils veulent, ils nous accueillent, ils nous donnent un... C'est génial. Mais bien souvent, et je le défends encore aujourd'hui, nos droits, c'est vraiment la dernière chose qui les préoccupe. Donc voilà. Donc je sais que ça fait grincer des dents, mais c'est mon avis et je pense l'avis de pas mal d'usagers que je rencontre très souvent. L'urgence, on la crée, on la fabrique, la société la fabrique, pour 1000 raisons. C'est peut-être plus simple que de donner des solutions qui sont plus durables, qui sont plus pérennes. Dans l'urgence, on traite le cas par cas, on traite l'immédiat, on traite, je dirais, la mise à l'abri des personnes, etc. Mais très souvent au détriment de leur propre projet de vie à long terme ou à moyen terme. Donc l'urgence, c'est sûrement une nécessité compte tenu, je dirais, des situations de détresse qu'il y a, mais en même temps, cette nécessité de l'urgence ne doit pas, je dirais, se transformer en une pérennité de l'urgence. Il ne faut pas que ça devienne, en tout cas, l'urgence durable. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule réponse à apporter aux gens en grande difficulté qui sont à la rue, c'est d'être dans l'urgence. Et très souvent, ils ont beaucoup de difficultés pour en sortir de cette urgence. Ils continuent à pouvoir, en tout cas à devoir, aller dans les services sociaux, les associations, et ils ne voient pas le bout du tunnel. Quand on est dans le circuit d'urgence, c'est le parcours du combattant, on se balade d'une structure à une autre, c'est savoir où manger, savoir où dormir, le jour, c'est poser, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il disait. On ne voit pas le lendemain. Voilà. Tu ne peux pas te projeter. Non, tu penses qu'au jour le jour. Ouais, c'est ça. Hein, où tu vas manger à midi, après à midi tu te dis où tu vas aller, ce soir tu vas dormir où, tu vas aller te laver, où je vais poser mes affaires. Ouais, exactement. Donc que ça soit accueil de jour ou que ça soit les lieux qui reçoivent des personnes, qu'on prenne en considération que ce sont des humains et qu'il y a besoin, le lien, la relation et la prise en compte, c'est la possibilité d'être ensemble, qu'on ne soit pas face à un mur, face à un ordinateur, face à etc., qu'il n'y ait plus de contact, en fait, c'est ça. Lorsque quelqu'un vient vous faire un récit, vous ne vous mettez pas sur votre ordinateur pour taper, mais vous le regardez. Vous regardez son visage, parce que son visage vous en dira autant que les mots. Et je trouve que c'est intéressant. Ça peut nous pousser à réfléchir un petit peu plus loin sur ce que c'est que la qualité de l'accueil. Le refuge, derrière l'ordinateur pour se planquer, pour répondre à la demande politique, à la demande informatique, à la demande numérisée de la personne. La substitution du visage aux chiffres. L'ordinateur. On remplit du machin, du PowerPoint, on remplit du machin, truc, de Excel, et puis on rend des chiffres aux financeurs. C'est l'instrumentalisation. On perd son âme. La sauce a perdu son âme. On a beaucoup échangé autour de la notion d'accueillir. Donc, première préconisation, c'est mieux accueillir, accueillir autrement, et notamment en prenant le temps. Concrètement, c'est prendre le temps de présenter sa structure, de présenter ses collègues, de créer une relation. Donc là aussi, la notion de relation, commencer à ébaucher une relation à l'autre, a été discutée. On a beaucoup parlé de... Comment rendre les choses plus cohérentes? Comment faire en sorte qu'on n'aille pas à contresens de ce qu'on doit faire? Comment faire en sorte qu'on n'éparpille pas les gens au lieu de leur permettre de se regrouper? Comment est-ce qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres pour
que les personnes qui doivent venir dans nos lieux ne soient pas obligées d'aller d'un côté à l'autre de Marseille toute la journée, de pouvoir être dans la continuité, qu'elles arrêtent d'être toujours en rupture de quelque chose, on les prend en charge un petit peu là, et puis plus rien, un petit peu là, et puis plus rien. Enfin voilà, on a essayé de réfléchir en commun à tout ça pour que les gens... on se disait que finalement on était des dispositifs éclatés où on finissait par mettre nous-mêmes les gens dans l'errance. Et qu'il fallait qu'on arrête avec ça. C'était l'aller vers, et notamment aller vers en travaillant hors les murs et en traitant la question de la mixité sociale, de l'émergence des compétences et du maillage de solidarité. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur, j'allais dire, cette rencontre qui fait qu'on ne sait pas qui est qui, mais qu'en tout cas, on part du postulat que chacun a des compétences et qu'il est nécessaire que ces compétences s'expriment et servent à quelque chose. Donc les structures sont surchargées, il n'y a plus de place nulle part, c'est déborde, voilà. Nous, à Lille, on va directement rencontrer la personne à la rue, on fait le travail de la rue en logement. C'est ce que Rémi va vous expliquer après. On le fait depuis 2011. Ici, en 2015, on est à 180 relogements directement de la rue en logement, bailleur privé, je précise, sans locaux et sans argent forcément. La rencontre se fait essentiellement à la rue, donc par le biais de maraudes qu'on effectue la semaine. Donc des maraudes sanitaires, on n'est pas dans une démarche de maraude alimentaire, enfin c'est pas du tout ce qu'on... Enfin, voilà, d'autres associations le font, nous on est plus sur du sanitaire. J'ai rencontré un gars qui était dans un foyer à Kiel, et en Allemagne, il me disait le foyer ça fonctionne bien parce que là, c'est l'autogestion, on décide des trucs ensemble. Et puis alors ce qu'il y a de bien, tu sais, c'est que l'éducateur ici, il fait qu'un métier d'éducateur, il fait pas autre chose. Et je trouvais ça assez génial, parce que oui, c'est vrai, à force d'avoir des confusions, on ne sait plus qui fait quoi. Les personnes qui sont relogées par le collectif deviennent automatiquement, ils font partie de l'association. Ils savent tout ce qui se passe dans l'association, ils participent à tout, ils sont partie intégrante de l'association. Guillaume est chargé de créer les réunions, d'organiser tout ce côté bénévolat et surtout ce côté que j'appelle moi les experts du vécu et non pas la pérénance. On leur propose directement de pouvoir participer à des actes bénévoles au sein de l'association. Donc généralement, et puis quand je dis ça, c'est pas forcément vrai parce que la plupart du temps, c'est elles qui nous font la demande de pouvoir rendre un service finalement à l'association. Et donc ce qui se passe, c'est actuellement, on les mobilise surtout sur les maraudes, donc les maraudes hygiène toutes les semaines, afin d'avoir cette cohésion finalement face aux personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, de pouvoir apporter, comme on expliquait tout à l'heure, une expertise de vécu, en plus de notre expertise de formation entre guillemets. Le GEM est différent, nous avons notre personnalité, nous pouvons nous exprimer entre nous avec les animateurs et venir à notre rythme sans se sentir, disons, imposer quoi que ce soit. Donc comme nous sommes acteurs, nous décidons de nos journées, si on veut venir ou pas, nous avons l'impression d'exister, quoi. Voilà, de faire quelque chose, d'exister. D'insister sur l'appropriation et l'aménagement du lieu par les personnes, c'est-à-dire de permettre aux personnes accueillies sur les différents lieux de pouvoir réaménager ce lieu pour, comme je disais en préambule, parler de convivialité et de plaisir avant tout. Le lien social semble passer par là. D'abord, le lien social, rappelons-nous qu'il permet aux êtres humains que nous sommes de vivre ensemble. Donc, il constitue le fondement de la cohésion sociale. Cette fonction du lien social, c'est bien, au fond, de permettre à chacun d'entre nous, à chaque personne, à chaque individu, de lui permettre d'acquérir une identité sociale. Promouvoir des lieux d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement social et administratif qui favorisent la dignité, notamment en multipliant les structures d'accueil qui permettent l'exercice de l'intimité, ce dans une proximité géographique.
L'idée, c'est de démultiplier les lieux d'accueil sur le territoire, d'avoir une vraie possibilité de proximité. C'est de faire en sorte que les structures aient une taille humaine, que les lieux d'accueil permettent d'être hébergés dans des chambres individuelles, d'avoir des sanitaires, de pouvoir, respecte l'intimité des personnes et qu'on puisse de cette façon-là mailler le territoire. Peut-être que nos équipements pourraient disparaître, au lieu d'avoir des centres d'hébergement d'urgence, etc. On pourrait essayer de promouvoir autant que possible, comme ça s'est fait pour l'arrivée des réfugiés, la question de la participation citoyenne à l'effort d'accueil. Et donc pourquoi pas les chambres d'hôtes et des tables d'hôtes, quitte à ce que les pouvoirs publics aident avec la fiscalité, comme on le fait pour la spéculation sur l'immobilier, on pourrait aider au niveau fiscal les personnes qui acceptent de mettre à disposition des logements. Je l'ai hébergé, je ne regrette pas de l'avoir hébergé, parce que bon, c'est vrai que j'ai donné un coup de main à quelqu'un, quoi, qui était à la rue, quoi. Mais ça m'a, comment on dit, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué, ça m'a bousillé ma santé, quoi. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'âge, mais... Ça prouve que c'est pas facile de s'occuper de... C'est pas facile de s'occuper de quelqu'un, voilà. Est-ce qu'il faut un règlement des fonctionnements? Est-ce que s'il y a un règlement des fonctionnements, comment il faut l'utiliser et comment les construire, ces règlements des fonctionnements? Il y avait plusieurs points de débat autour de la question du règlement interne, le règlement des fonctionnements, mais tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire que s'il y a un fonctionnement ou s'il y a quand même des règles des vies, ça serait bien de commencer par une co-construction avec les personnes qui utilisent les lieux. Et les personnes qu'on accompagne consomment de l'alcool dans l'espace public. Elles sont usagères d'alcool, elles n'ont pas de chez elles, donc elles ont bien contrainte de consommer dans la rue. L'association dans laquelle j'interviens tente de promouvoir l'idée d'accueil bistrotier, où cette question du vivre ensemble, de la rencontre, de la mixité. Dire il faut remettre des toilettes, remettre des bancs, remettre des fontaines, ouvrir les parkings, ouvrir les lieux de culte, etc. On peut penser que c'est utopique, mais si on regarde les intérêts qui sont chaque fois intriqués dans chacun de ces lieux, on voit que par exemple la ville, si elle réfléchit un peu, elle a vraiment intérêt pour les touristes par exemple, puisque c'est tellement important le développement touristique aujourd'hui, encore que je ne pense pas que ce soit une idée pertinente de développement, mais bon, on peut penser que la ville a intérêt à ouvrir ses églises, à remettre des bancs, etc. Et en tous les cas, ce qu'on a dans notre manuel, c'est une page avec exemples et contre-exemples qui montre qu'il n'y a pas une des propositions que nous faisons qui n'ait pas été déjà réalisée dans plusieurs endroits dans le monde. On permet aux gens de laver leurs fruits et légumes, de prendre un peu d'eau pour eux, de remplir leur bouteille d'eau. Voilà. Ça c'est bien. C'est un bon exemple, je trouve que c'est bien, quoi. Non, c'est où ça? Là c'est pas bien parce que la fontaine elle a séché et c'est pas normal, quoi. Que ce soit été comme hiver, ça devrait toujours... Sauf si vraiment il gèle beaucoup, bon là c'est normal. Celle-là, elle devrait y avoir un peu d'eau, quoi. Là c'est pareil, là il n'y a pas d'eau, c'est pas normal. En plus de l'eau non potable, ça ne devrait pas exister, ça devrait être interdit, quoi. Bon c'est bien, c'est marqué, mais ça devrait pas... C'est bien qu'il le marque pour éviter que les gens soient malades, mais c'est pas normal, quoi. Voilà, on vit dans une époque quand même... c'est pas logique, voilà. C'est-à-dire que quand on enlève les bancs, parce qu'on trouve que c'est insécure d'avoir des bancs, on punit toutes les personnes fragiles qui ont besoin de s'asseoir, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de lire un livre dans un endroit sympathique, qui ont besoin de méditer, en fait, qui ont toutes sortes de besoins par rapport à rester tranquille dans un lieu, s'imprégner du lieu, etc. Et le fait que de certains endroits, on retire la possibilité à toutes les personnes fragiles de se poser, ça veut dire que vont se poser là les personnes les plus costauds. Voilà, les seuls qui restent, qui savent encore se tenir debout ici ou là, etc. Et donc l'espace va être tenu par la loi du plus fort et non plus du plus fragile. Voilà. Et ça, c'est justement un résultat paradoxal, c'est qu'on enlève les bancs pour un souci de sécurité et le résultat, c'est plus d'insécurité. La préservation et le renforcement du droit des personnes a été un axe important
qui a fait vraiment consensus pour une préservation des biens et des documents administratifs. Alors des exemples ont été donnés au travers des consignes qui existent déjà, mais aussi pour les documents administratifs, un nuage informatique, un cloud, qui viendrait stocker les documents que les personnes qui se déplacent ne peuvent stocker elles-mêmes. Ce qui est vraiment un élément très important de leur vie, puisque c'est ce qui fait mémoire aussi à leur passage et à toute leur existence et leur reconnaissance. Sur la fracture numérique, certes, on ne va pas doter chaque personne d'un ordinateur de poche. Il y a des systèmes aujourd'hui qui existent et qu'on ferait mieux de développer, ou de connaître ou de développer. Genre Emmaüs Connect, par exemple, distribue ou a distribué des téléphones, tout le monde en a. Et sur la question de la bagagerie administrative électronique, je suis un peu étonné, ça existe depuis 2008. La Fondation Abbé Pierre l'a créé. Et il existe aujourd'hui un système de bagagerie électronique sécurisé, disponible. Et si vous le souhaitez, si cet atelier le souhaite, on peut peut-être y retravailler pour voir comment ça peut être utilisé. C'est rien d'autre que des machines dans lesquelles on envoie ça à un serveur, qui est un coffre électronique. Et on peut voir ça depuis le monde entier. D'ailleurs, ça fonctionne auprès de certaines structures. Plaider aujourd'hui pour l'imagination associative, c'est plaider pour ça. Plaider pour que ça déborde. Qu'on sorte un petit peu des marges qui nous enferment et qui, quelque part, nous font faire du mauvais travail. L'urgence, c'est le chiffre. L'accompagnement, c'est la durée. Donc il y a un rapport à la temporalité. Mais il est évident que le travail social, tel qu'il apparaît aujourd'hui, peut-être, espérons que non, il répond à une demande chiffrée. Et donc il remplit des machins, mais il n'a plus le temps, il ne le prend plus de considérer la personne. Et donc sous l'angle du logement, de la santé, du travail, de je ne sais pas quoi, il remplit des cases et puis il renvoie des chiffres et puis en conséquence de quoi il se fait financer ou pas. Quand on a une commande publique et qu'on est financé pour ça, voilà comment on est dans un carcan et comment on est bridé par rapport à une direction. En l'occurrence, le Secours catholique, on n'est pas dans cette situation-là. Et là, j'ai mesuré vraiment la chance qu'on avait de ne pas être dans cette situation de dépendre de financement public, parce que nous, on dépend de financement, de générosité du public. Hein. On ne reçoit pas de financement public pendant quelques 2 jours. Et là, j'ai vraiment mesuré l'écart et surtout l'avantage que ça pouvait représenter. Mais en même temps, ça nous impose à nous peut-être d'envisager un autre travail pour être plus innovant et plus interpellant, avec une grande liberté, du coup, les instances publiques. Et c'est en ça qu'on peut, du coup, aider les autres associations. On a beaucoup parlé du non-recours des bénéficiaires potentiels du RSA2, etc. Mais on ne parle jamais du non-recours des institutions, alors qu'il s'agit des collectivités locales ou de l'État, à des moyens financiers qui existent. Alors évidemment, l'explication, elle est relativement simple, mais du coup, elle est absolument affligeante, puisqu'on ne va pas recourir à un financement qui permettrait d'agir pour les plus pauvres, les plus en marge, les plus démunis, les plus étrangers. Parce qu'on ne sait pas, parce que si on commence à en faire pour eux, il va en venir d'autres. C'est facile aujourd'hui de dire quand il y a un bidonville, oh, bon, c'est le problème de l'État. Moi, collectivité, j'en ai un autre. Évidemment, si on utilisait les fonds qui existent et qui permettent de régler le problème sans débourser un centime, je le dis vraiment, je suis sérieux, sans débourser un centime, en cumulant de l'ANA, du FSE et du FEDER, aujourd'hui, vous réglez le bidonville, vous êtes 100% rémunéré, sans problème. Eh oui, mais ça voudrait dire que moi, collectivité, qui fait appel à ces fonds, je reconnais la population des bidonvilles comme étant des gens que je dois administrer, moi, collectivité. Et alors là, évidemment, ça pose problème. Le non-recours, il est là. Si l'urgence sociale était un animal, il serait un lombric, un loup, un chat. Ils se font discrets, presque invisibles. Mais aussi un cheval, un lièvre, un tigre, qui mêle vitesse et détermination. Par ailleurs, un aigle qui survole regarde de loin. Enfin, un chat, un chameau, pour leur patience, l'endurance, dans un contexte d'hostilité représenté par le hérisson. Un feuilleton, c'est un mélange de Dallas et de 24 heures chrono. Une image, un train à grande vitesse qui accélère le temps, le vieillissement. Un médicament, un Doliprane qui soigne le symptôme, mais aussi le mercurochrome qui soigne les plaies. Une action, une course et peut-être une abstention. Si le lien social était un animal, il serait également un loup pour sa capacité sociale. L'Arche de Noé,
Ce serait un mythe, celui de Sisyphe, difficile à atteindre. On refait toujours le même parcours. Et serait également une farandole, un téléphone, un micro. Et si c'était plus belle la vie? Parce qu'aujourd'hui, très souvent, les personnes viennent dans l'urgence et puis elles retournent dans l'urgence faute de pouvoir rentrer dans des dispositifs autres. Là, je crois qu'il faut une véritable volonté politique et sociale de créer les dispositifs, d'augmenter et de les développer de telle manière à ce qu'on puisse répondre. Et aujourd'hui, politiquement dans ce pays, on ne va pas dans ce sens-là. Plus on répondra avec de l'urgence, moins ça coûtera cher, et plus en même temps, en tout cas, on fera la paix civile, on fera l'ordre, on fera régner l'ordre social.